Salut tout le monde! Si vous regardez la vidéo en replay sur YouTube, n'hésitez pas à liker Active Directory de niveau médium. Je vais faire un premier ping avec "-c5 pour dire count 5 pour voir si le TTL est autour de 128. C'est 128 décrémenté de 1 puisqu'on est à une passerelle de la machine cible. On a un Windows en face puisque le TTL de 128 c'est le TTL par défaut d'un Windows. Tandis que pour un Linux, ce serait un TTL de 64. Évidemment, il y en a d'autres pour les Cisco iOS, par exemple, c'est 255 et il y en a plein d'autres. Mais on a déjà une petite idée de la machine et de toute façon, Active Directory, ça fait franchement penser à Attack Active Directory et donc Windows. Et donc j'ai lancé un petit scan Nmap ici, "-pn pour dire ne pas essayer de pinguer la machine si jamais elle ne répond pas au ping, de quand même continuer le scan de port. Un "-p- pour dire balayer de tous les ports de 0 à 65 535, "-sv pour énumérer les versions, "-sc pour utiliser les scripts par défaut et suivi de l'adresse IP. J'ai déjà lancé le scan ici. On a un port 53 Simple DNS+, on peut chercher dans Search Exploit Simple DNS+, s'il n'y a pas des vulnérabilités, on voit qu'il y a un déni de service pour du Windows, peut-être qu'on est concerné, ça dépend de notre version, c'est pas si on est en 5.0 ou 4.1, mais peu importe on va dire, parce que le déni de service, ça nous intéresse pas. Nous on veut compromettre la machine. S'il y a du DNS, je pense à Active Directory, je pense éventuellement à une attaque de type DNS Zone Transfer, c'est-à-dire un transfert de zone DNS. Pour rappel, DNS utilise deux ports. Il utilise TCP53 et UDP53. Pour la résolution de nom, on utilise de l'UDP. Tandis que TCP53, c'est utilisé dans le cas très spécifique qu'on appelle transfert de zone, où un serveur DNS va transférer sa liste de serveurs DNS à un autre serveur DNS. Et merci Amadi pour ton follow. Donc l'avantage d'avoir un serveur TCP DNS, c'est déjà nécessaire pour le fonctionnement d'un domaine contrôleur, mais ça peut également se prêter à une attaque de type DNS Zone Transfer, où on va faire croire au serveur DNS qu'on vient récupérer toutes ses entrées, donc il nous transfère toutes ces zones vers nous. Et donc de cette manière-là, on peut énumérer tous les serveurs du domaine concerné. Toto.htb, ici on est sur du tryhackme, donc truc.thm, je sais pas. Et donc je verrai plus tard. On a un port 80, très intéressant, on regarde vite fait. On a un serveur 2IS qui répond, mais on a une page par défaut de Windows Server 2IS. Du coup j'ai envie de lancer un petit GoBuster. GoBuster dire, pour brute forcer tous les répertoires du site web, -u l'URL, -w j'utilise un dictionnaire, lowercase 2.3 medium, puisque pour rappel, Windows n'est pas case sensitive quand il s'agit de serveur web. De la même manière, il n'est pas case sensitive quand il s'agit de dossiers sur le file system. De la même manière qu'il n'est pas case sensitive sur les usernames. 10.0 pour un serveur 2IS, ça sous-entend a priori que c'est un serveur 2016 ou plus. En gros, on est sur du Windows Server 2016, voire plus. Par défaut, en tout cas, ça peut être changé. On voit un port 88 Kerberos. On est sur un contrôleur de domaine qui repose bien sûr du coup sur le protocole Kerberos. Ensuite, on a un port 135 MSRPC. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec un port 135? La première chose que j'ai envie de faire, c'est de faire un enum for Linux. Donc ça va faire de l'énumération RPC sur le serveur cible. Par défaut, l'enum for Linux ne fonctionnera pas si les sessions nulles, on appelle ça les null sessions, sont désactivées. Là, le enum for Linux, il a l'air de marcher, vous voyez, il se passe des choses. Ça veut dire que les gens qui ont créé la machine ont volontairement activé la null session. Ils ont autorisé la null session. Par défaut, c'est pas comme ça. C'est pas quelque chose qu'on voit trop dans la vraie vie, mais on pourrait faire de l'énumération si on avait un compte basique sur le domaine. En entreprise, on a facilement des comptes basiques sur le domaine. Et merci Bloot31 pour ton follow. Quel est le niveau de la machine? C'est un niveau médium. Un autre truc que j'aime beaucoup faire quand on a un port 135 MSRPC, c'est faire un ioxide resolver. Donc il faut faire -t target. Qu'est-ce que ça fait concrètement? En fait, ça va utiliser le port MSRPC pour essayer de faire de l'énumération RPC. On peut faire de l'énumération RPC. En général, on a plein d'infos, dont très peu qui servent à quelque chose. Mais ici, on va trouver des infos très utiles, notamment les interfaces réseau. On pourrait obtenir ainsi une adresse IPv6, ce qui n'est pas le cas ici, qui nous permettrait éventuellement de bypasser des firewalls, puisque pour rappel, par défaut, les gens pensent facilement à faire du filtrage IPv4, mais ils oublient l'IPv6. Et merci Xavier Grégor pour ton follow. On a par contre le nom de la machine. On a le port 139, ici rien à attaquer, c'est normal, ça fait partie de Windows, c'est comme ça. 389 LDAP, bon ben ça fait partie de Microsoft Active Directory. Ah, on a un domaine. SpookyStack.local, donc le FQDN, c'est ça. Maintenant que j'ai le domaine, je vais pouvoir faire du DNS Zone Transfer. Dig, accfr, arrobas le serveur DNS. Ici, c'est tout simplement l'IP. Et qu'est-ce que j'essaie de résoudre? Ben, le domaine spookysec.local. Ça, c'est quelque chose qu'on ferait clairement dans la vraie vie et qui n'a pas marché ici, donc ça a été désactivé, ce qui est normalement la config par défaut, j'imagine. Si jamais ça marchait, on pourrait énumérer tous les FQDN de tous les serveurs qui se trouvent dans le même domaine Active Directory. Ensuite, on a un port 445. Qu'est-ce qui va nous intéresser?
TRSC avec le port 445, ça va être de faire un SMB map. Donc SMB map, c'est pour énumérer tous les partages Windows. -h la cible. Ensuite, moi je veux dire le domaine. Ici c'est spooky.local. Ensuite, je veux dire username. Ici je vais mettre null. Et ensuite le password. Ici je vais mettre null. Et on n'a aucun partage identifiable, en tout cas avec une null session. Donc on va avoir besoin d'un utilisateur pour essayer de lister des shares Windows. Donc on n'en a pas encore. Donc ici, on peut rien faire de plus. Tous ces ports là, c'est ce qu'on voit tout le temps quand il y a du Active Directory. Ensuite, on a du RDP, c'est génial pour de l'administration, mais on ne pourra pas s'y authentifier si on n'a pas un compte. WinRM, mais on ne pourra pas s'y authentifier si on n'a pas un compte. Il n'y a pas SSH, hein, mais si on veut faire de l'admin à distance, ce sera WinRM ou RDP. Ici, c'est un port de fonctionnement interne, on s'y intéressera pas ici, et tout le reste aussi, c'est des ports de fonctionnement interne. On n'y trouvera pas des vulnérabilités ici, sauf si vous trouvez une 0 day. Et expliquez-moi comment vous avez fait si vous y arrivez. Voilà, donc ici, rien d'intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme piste? J'ai que le HTTP, j'ai envie de dire. Et l'enum for Linux, bien sûr. Regardons le HTTP, ce qu'a donné GoBuster. On voit qu'il a donné rien du tout. L'autre piste, c'était le enum for Linux. Et ici, on arrive à énumérer des utilisateurs. On a administrator, guest, krbtgt. Je vais stocker dans un fichier texte tous ces usernames et je vais essayer de voir si le domain controller est capable de me renvoyer un TGT qui contiendra du coup un timestamp. Le timestamp sera chiffré avec le hash NTLM du user cible. S'il m'envoie un TGT d'une manière insecure, je vais pouvoir récupérer le TGT sans connaître le mot de passe du user. Qu'est-ce que ça veut dire de manière insecure? Ça veut dire que le service Kerberos ne gérerait pas la pré-authentification Kerberos. Et ça, ce serait une vulnérabilité. Par défaut, il le gère. Mais dans certains cas, notamment des comptes de service, on le désactive. Pour des raisons de compatibilité. Alors, je vais faire vim users.txt et je vais y stocker tous mes users. Donc, impacket get np users-request file, ça sera users.txt que je viens de créer, et ensuite suivi de la target. Il manquait ça, il faut mettre ici l'adresse IP du serveur cible. L'outil enum for Linux, il essaie de faire de l'énumération via diverses méthodes en essayant d'accéder à la liste des utilisateurs. S'il n'y arrive pas, il fait une technique qu'on appelle le read cycling, c'est-à-dire qu'il va essayer d'énumérer les RID, mais il ne fait pas du brute force pour essayer d'identifier si un username est valide ou pas. Pour faire ce genre de choses, on va avoir besoin de kerbrute. Une fois qu'on aura énuméré les users, on pourra peut-être tenter un hasrep roasting sur ces users, mais pour l'instant, il nous manque des users. On a récupéré trop peu de users en fait avec notre read cycling attack. Donc je vais faire un go get de kerbrute. Alors kerbrute commande, on a brute force, on a brute user. Nous on veut pas brute forcer un username et un password, on veut brute forcer juste les usernames en suivant une word list. Donc on devrait faire un kerbrute user enum -dc de l'IP du DC -d le domain thm-ad. Si je fais /users, il va me dire ouais, administrator est valide, attactive est valide. Maintenant je vais essayer un dictionnaire d'utilisateurs, ça sera un peu plus bourrin. Il y a quoi? Il y a James Robin, aïe aïe aïe, pas lu les consignes. Effectivement on aurait dû lire les consignes et en fait il y a un fichier txt des usernames qui nous est fourni. Quel outil tu utilisais pour énumérer sur les ports 139 445? Enum for Linux? Oui, bonne réponse. Quel est le NetBIOS domain name? C'est thm-ad. Ouais, c'est ça. Point local? Ouais, c'est ça. On va utiliser kerbrute, mais avec ce dictionnaire là, du coup. Quelle commande avec kerbrute va permettre d'énumérer des valides usernames? User enum? Ouais, c'était ça. Donc nos users, c'est quoi? C'est James, svc-admin. Oh, ça y est, donc on a énuméré plein de users via realusers.txt où dedans je vais y mettre ces usernames. C'est la liste filtrée des usernames qu'on sait qu'ils existent. Et ensuite je vais faire l'attaque avec impacket pour get np users pour faire un hasrep roasting attack, mais avec le fichier de users qu'on a, et c'est pas users list, je vais utiliser moi real users parce qu'on sait qu'ils existent. Et là je fais une hasrep roasting attack dessus. cat hashes.txt et bingo, on a svc admin. Donc on a pu exploiter la paille pré-authentification Kerberos qui fait que c'était absent pour récupérer le TGT de cet user. Et si jamais on fait un John sur hashes avec une word list, il essaie de le craquer, il a réussi et le mot de passe c'est management 2005. Quel compte notable a été découvert? svc-admin. Autre compte notable qui a été découvert, ça doit être backup qui est intéressant. Effectivement, backup ça doit être intéressant. Backup, il n'était pas hasrep roastable. On n'a pas pu trouver son TGT. svc admin, on a pu l'attaquer. On a pu faire une hasrep roasting attack sur lui. Quel est le type de hash Kerberos 5 hasrep e-type? 17, soit 18, soit 23. Disons 17. Voilà, c'est ça. Ah, quel est le mode du hash si jamais on veut le craquer avec hashcat? Hasrep, has-rep alors. Ok, on l'a. Et c'est le mode 18200. Ok. Maintenant, craquez votre hash. Quel est le mot de passe? On l'a déjà fait depuis tout à l'heure. Ok. Quel utilitaire on peut faire pour mapper les partages SMB? On en a parlé tout à l'heure, c'était SMB map. Et voilà, on a les chairs. Alors je vais agrandir un peu.
Donc on a no access, mais on a read only sur IPC, sur backup, netlogon et sysvol. Netlogon c'est intéressant pour voir les logon scripts qui pourraient être lancés par leurs utilisateurs. Si on a des scripts, on peut parfois trouver des mots de passe dans les scripts. Sysvol ça peut être dangereux s'il y a ce qu'on appelle des GPP. Alors les GPO c'est des Group Policy Objects, tandis que les GPP c'est Group Policy Preferences. Et dedans on peut y stocker des usernames et des mots de passe si on en a envie, mais c'est une faille de configuration. Mais ici ce qui va nous intéresser c'est plus backup parce que ça a l'air un peu inhabituel comparé au reste. SMB client-u majuscule, préciser le username, domaine /svc-admin et je peux préciser % suivi du password. Ok, dire get backup credentials. On a un mot de passe. Ça ressemble à du base64 mais je suis pas sûr. Je vais faire un écho de ce code là. Je vais le piper dans base64-d pour voir si c'en est. Et effectivement, c'était du base64. Et donc on voit que backup@spookysec.local, son mot de passe c'est ça. SMB client. Ok, c'est un peu archaïque mais pourquoi pas. Quelle option liste les chairs? C'est -L majuscule. Si on veut absolument le faire avec SMB client, c'est comme ça. Mais SMB map c'est mieux hein. Quel est le chair qui est très intéressant? Ben, c'était backup. Qu'est-ce que contenait le fichier? Je vais essayer de suivre les questions cette fois. Alors eux ils disent d'utiliser secrets dump. Ça utilise des diverses techniques pour dumper les secrets d'une machine distante sans exécuter un agent sur la machine cible, comme ça. Voilà. Ok, il a utilisé la méthode DRSU API. Quel est le hash NTLM de l'administrateur? Et ensuite, on a le NTLM. Donc ça, c'est le NTLM. Quelle méthode d'attaque nous permettrait de s'authentifier sans connaître le mot de passe, c'est-à-dire sans craquer ce mot de passe? Eh bien, on peut utiliser ce qu'on appelle du pass the hash. Utiliser un tool qui s'appelle EvilWinRM. Quelle option permet d'utiliser un hash, -h majuscule, suivi du NTH, donc -h majuscule. C'est inpacket-psexec. Bon, maintenant que je suis admin, NT system même, on va faire comme ils ont dit, donc on va utiliser EvilWinRM plutôt, -h majuscule, h comme h quoi, le h NT. Et normalement je crois que c'est tout. Who am I? On est admin. Bon, on en a fini avec ce challenge.